Alors, on va continuer sur la page politique. Cette fois-ci, on va parler de ce qui se passe à Mayotte. Et quelle que soit l'issue du conflit à Mayotte, un constat s'impose. L'État français n'a pas aujourd'hui les réponses adaptées apparemment aux attentes entre rattrapage quasiment impossible et insécurité récurrente et de plus en plus grandissante, en tout cas au dire des Mahorais. Les décisions vont mettre du temps, en tout cas à venir. Nous avons demandé à la députée de La Réunion, Erika Barège, ex-ministre des Outre-mer et ex-ministre de l'égalité réelle, sa position sur le questionnement de Mayotte. Est-ce qu'aujourd'hui, il faudrait que l'État français prenne un peu plus, je dirais, de manière réaliste, les problèmes, que ce soit en Guyane, lorsque Bernard Arnault parle de génocide par substitution, et que les Mahorais parlent d'insécurité, est-ce qu'aujourd'hui, l'État français est trop loin de ces problèmes-là? Il y a très certainement une mauvaise évaluation du phénomène. Quand on parle en France hexagonale de l'insécurité, les gens ils nous parlent de ce qui se passe dans les banlieues, à Marseille, etc. Bon, on voit bien, je ne veux pas sous-estimer, ça existe. Lorsqu'on parle du chômage, il y a ceux qui nous disent, ben oui, mais dans notre territoire, nous, on a 15% de chômage, 17% de chômage, 22% de chômage. On prend en considération. Mais nous, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est d'une ampleur particulière, c'est une intensité particulière et avec un environnement particulier. Ce qui se passe à Marseille ne peut pas être ce qui se passe à Mayotte, puisque Mayotte est un archipel avec 2 îles principales et autour il y a l'océan Indien et à quelques kilomètres de là il y a une autre île qui est en jouant et les gens ils arrivent par la mer. Ça ne se passe pas forcément à Nantes par exemple où il n'y a pas la mer ou à d'autres lieux sur la France hexagonale. Donc il y a la situation géographique qui est différente et il y a l'intensité. En plus il y a l'histoire. Dans n'importe quel département, ça fait des siècles qu'ils sont des Français, parce qu'ils habitent sur le territoire continental. Et puis, nous, à La Réunion, comme en Martinique, en Guadeloupe, etc., en Guyane, ça fait 70 ans, un peu plus de 70 ans qu'on est département français. Vous voyez, Mayotte, c'est 7 ans. C'est 7 ans. Et lorsqu'ils sont devenus département français, en 2011, l'ancien gouvernement n'avait absolument pas organisé ça. Il n'y avait pas de vision, il n'y avait pas de moyens mis pour passer à ce stade de la départementalisation. Et donc, il a fallu, en 2012, mettre des moyens, mais les moyens, vous pouvez les mettre, vous ne rattrapez pas 70 ans. Tout le monde peut comprendre ça. Mais en même temps, les moyens ne sont pas à la hauteur du sujet. Ça, c'est un point. La deuxième chose, c'est que je pense que pour résoudre le problème de Mayotte, il faut vraiment une bonne fois pour toutes avoir ces relations diplomatiques entre l'État français et l'État des Comores. On ne peut pas faire le développement de Mayotte sans se préoccuper du développement des Comores. Mais ce développement des Comores doit être fait dans un cadre avec des conditions. On ne peut pas développer un État comme les Comores s'il ne respecte pas le territoire de Mayotte. Ça n'est pas possible. Et donc, vous voyez bien qu'on est là sur un champ diplomatique que la France n'a pas du tout investi jusqu'à présent. Et ça, c'est une erreur politique qu'il faut absolument rétablir. Et il faut que la France, l'État français, fasse cette relation diplomatique entre les Comores et la France, parce que vous allez mettre tout ce que vous pouvez sur Mayotte. Tout ça est comme un puits sans fond. Ça ne s'arrêtera jamais, jamais. On va donc passer à quelque chose d'autre. On était à Mayotte, on va parler de l'île Maurice et on va parler de cet anniversaire qui actuellement, bien sûr, met Maurice en liesse, et ce malgré l'affaire de la présidence. Et on va recevoir 2 Mauriciens très réunionnais. Bonsoir Daniel Philippe. Bonsoir, merci de votre accueil. Et bonsoir Judex. Alors je vais essayer de ne pas retrouver le nom. Domingo. Ça fait pas très mauricien, hein? Non, ça fait espagnol d'origine, mais il faut dire que les Espagnols sont allés, les Portugais également sont passés à l'île Maurice. Et le premier Européen, navigateur portugais qui a mis les pieds à Maurice, c'était Domingo Ferreira
Un autre nom, j'ai oublié, mais c'est Domingo Ferreira. D'accord. Fernandez Ferreira, voilà. Non, parce que comme le nom, les Mascareignes a été donné par également un Portugais. Tout à fait. Pedro de Mascarenas. Pedro de Mascarenas, bon. donc on disait que, ouais, effectivement, il y a du monde. 50 ans, vous les faites pas finalement? C'est-à-dire dans quel sens? Nous physiquement ou bien l'île? Parce que là, c'est une question qui me surprend. Vous êtes passionné d'histoire, vous avez vraiment décortiqué un peu tout ça. 50 ans, qu'est-ce qu'on peut dire de ces 50 ans d'indépendance pour l'île Maurice? Tout d'abord, on peut tirer un grand coup de chapeau parce que c'est une réussite économique, je dirais, spectaculaire. Il faut savoir que l'île Maurice est un des plus petits États du monde, vu qu'elle ne fait à peine 2000 km². Et donc, avec une population très dense, je crois 60 personnes au km². Et donc, l'île Maurice a su, je dirais, s'en sortir avec beaucoup de succès, notamment sur le plan économique. Et je profite de cette occasion pour rendre hommage à tous ces dirigeants mauriciens qu'on a eus depuis le 12 mars 68, tous ceux qui ont travaillé, qui ont œuvré main dans la main. Et puis, j'aurais 2-3 choses à dire sur la méthode qui a bien fonctionné. Et on peut dire que Maurice représente un exemple, un phare, tout en étant modeste. C'est vrai que je suis fier de cette réussite en tant que Mauricien, franco-mauricien, je suis né là-bas. Et au moment de l'indépendance, j'avais 19 ans. Bon, je n'étais pas encore majeur, puisque la majorité était à l'époque de 21 ans. Mais à 19 ans, j'avais 10 ans, j'étais mature. On va rappeler que vous étiez donc sous tutorat anglais, donc c'est donc la Grande-Bretagne qui a donc accordé l'indépendance à l'île Maurice. Tout à fait. Enfin, la Grande-Bretagne a accordé. Je dirais que les dirigeants, les militants de l'époque l'ont voulu, l'ont exigé même sous certaines formes, parce que l'époque permettait à ce moment-là à l'Angleterre de pouvoir s'en débarrasser. On va rappeler qu'on était donc à la fin de la guerre, que la guerre s'était arrêtée en 1945, que l'Inde est devenue indépendante en 1947, donc tout le processus même de décolonisation était en marche. Tout à fait. Et que Maurice a d'ailleurs précédé les Seychelles. Tout à fait, puisque c'est arrivé 2 ans après, je crois. Donc voilà, cette indépendance était voulue, mais c'est vrai qu'il faut préciser, c'était pas la majorité de la population mauricienne qui souhaitait l'indépendance. Et je dirais qu'il y avait 2 partis qui étaient en compétition, enfin qui œuvraient. C'était le parti travailliste qu'on appelait le Labour Party, parce que Maurice a la particularité d'être officiellement d'utiliser la langue anglaise. On va dire le Labour parce que finalement il y a aussi un parti travailliste en Angleterre. Tout à fait. Donc c'est le Labour. C'est le Labour. Donc voilà. Et d'ailleurs non, c'est pas eux qui sont au pouvoir actuellement. Non, c'est c'est les conservateurs. Tout à fait, avec Madame May. Theresa May, qui est donc la première ministre. Et alors nous avions donc dans l'opposition, si j'ose dire, enfin l'opposition au niveau de demander l'indépendance, monsieur, qu'on appelle Sir, parce qu'ils étaient anoblis, les deux, Siusaga Ramgula, dont l'aéroport aujourd'hui porte son nom, oui. Un aéroport magnifique, parmi les 10 premiers aéroports international, bien sûr, et c'était une autre figure de l'histoire mauricienne, des personnages politiques, c'était monsieur Gaëtan Duval, qui lui était dans l'opposition. Et son parti, c'était le PMSD, qui veut dire le Parti mauricien social-démocrate, qui avait eu, je crois, au moins 44% lors de ces élections pour déterminer l'indépendance. Et après, bon, il y a eu quelques événements, et ils ont fait la coalition, et donc, avec des hauts et des bas. En tout cas, aujourd'hui, 50 ans après, l'île Maurice représente un des pays qui, dans les pays africains par exemple, même au monde, qui a un niveau de vie, qui a une réussite économique spectaculaire. Ça va faire sourire, mais Maurice était le seul pays d'Afrique à avoir une femme comme présidente. C'était il y a quelques jours encore. Comme elle a dû démissionner, donc voilà. L'Afrique n'a plus de femmes à sa tête. D'ailleurs, Philippe, la question c'est, vous aviez quel âge à l'époque, au moment de l'indépendance? Mais moi, à l'époque, j'avais 10 ans. Je me souviens, j'étais en 5e. Je ne connais pas qu'est-ce que c'est l'indépendance, je ne connais pas la politique. J'étais encore à l'école avec des copains, je me souviens. Je me suis mis en pantalon noir, petite chemise blanc, on avait un petit drapeau mauricien. On est parti à Pont-Louis. Ça s'est passé là-bas à Champ-de-Mars, quoi. C'était tous mes petits copains à l'école. Qu'est-ce que j'aurais aimé le retrouver?
50 ans après. S'il m'entend, je vous fais un petit coucou, les copains d'école. C'était à l'école Saint-Esprit à Cœur-Pipe. Et qu'est-ce qui reste quand on regarde 50 ans pour le troubadour que vous êtes, pour ce chanteur qui a voyagé, qui a fait connaître l'île Maurice à travers ses chansons, à travers sa gaieté. Qu'est-ce qui reste de ces 50 ans-là? S'il y a quelques souvenirs à retenir, ça serait quoi? Les beaux souvenirs que Tu sais, moi, j'ai quitté l'île Maurice 6 ans après l'indépendance. J'avais 16 ans. Je quitte l'île Maurice, je pars en métropole. Dans les années 1974, j'arrive à Paris. Et j'ai vécu 11 ans en métropole. Après 11 ans, je suis venu à La Réunion. Et La Réunion, ça fait 35 ans que je suis ici. C'est mon pays d'adoption. Que je remercie La Réunion pour votre accueil. Je suis maintenant un franco-mauricien. Mais mon cœur est toujours avec mes ancêtres là-bas à l'île Maurice, quoi. On n'oublie pas. Mon cœur est toujours le mauricien. Oui, mais l'île Maurice, c'est quoi? Qu'est-ce que ça doit être l'île Maurice, aussi bien sur le globe que dans l'océan Indien? Et pour les Réunionnais, entre autres. Oui. Et c'est un peu l'histoire. Pour ça, j'ai emmené mon ami Jidex. Il va s'exprimer un peu mieux que moi sur l'histoire de Maurice. Moi, je suis plutôt artiste. Voilà, c'est un justement, c'est le regard d'artiste que je voulais. Ben, moi, j'ai passé beaucoup de messages un peu en métropole, dans le monde. J'ai des amis dans la Haute-Savoie que je salue. Je chante. Il y a 2 ans, je suis parti dans le Var. Tu sais, je chante du cigare dans le sud. Je fais connaître les gens. C'était magnifique. Tu as des gens qui me disent « Ah, vous êtes de l'île Maurice. Je connaissais Maurice, je suis venu. » Ben, on parlait même Sir Gaëtan Duval à l'époque. Il était ministre de tourisme à un moment donné. Des Affaires étrangères et du tourisme. Ministre étrangère. J'étais à Paris, j'étais dans un petit magasin qui s'appelle comment s'appelle la Barbès là? Tati. Ah, Tati. Grand magasin. Tu as des commerçants qui me disent « Madame, ben, votre accent, ça se voit, vous êtes mauricien, vous savez que je connaissais M. Gaëtan Duval. » Pour te dire, ce nom-là, il est très connu. Ça a été un des grands hommes politiques avec Sir Ramgoolam. Avec Sir Ramgoolam. Donc c'était à l'époque, on va rajouter quand même Béranger. Monsieur Béranger, qui est arrivé après. Voilà, c'est les trois. Voilà. Mais ça reste au niveau, c'est pour moi les 3 hommes politiques qui ont marqué l'histoire de cette indépendance, en tout cas l'après. Et par contre, à quel niveau Maurice a mieux réussi? Bien sûr, dans le domaine économique, le tourisme, c'est son... Notamment, c'est le côté phare, disons le point le plus intéressant, la plus grande réussite. Les tourismes, parce qu'avec les atouts naturels que possède Maurice, notamment les belles plages, les lagons, mais aussi, je dois dire, la qualité du personnel. Bon, c'est vrai qu'au début de l'indépendance, il a fallu tout organiser, en fait, parce que les Mauriciens, n'étant pas habitués, n'avaient pas l'habitude de gérer, d'avoir un État, quand même. Donc, avec les années qui ont passé, là, il y a d'autres personnes qui sont venues après. Enfin, je veux dire, de 68 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu quelques hommes. Bon, on a nommé Sassiou Sagar Ramgoolam, puisque c'était le père de l'indépendance. Sir Gaëtan Duval, qui a beaucoup apporté, notamment dans le domaine touristique, puisque c'est lui qui a commencé à être un peu l'ambassadeur, qui a voyagé, qui a fait connaître Maurice. Et après, il y a eu d'autres personnes, notamment Paul Béranger, dont on vient Monsieur Paul Béranger, dont on vient je le salue au passage. Et après, il y a eu Monsieur Anirudh Jagannath. Donc, il y a eu des étapes. Au départ, l'île Maurice étant un pays monoculture, pas d'autres produits pour l'exportation. Donc, il fallait gagner ce pari. Monoculture, avant la canne à sucre, il y avait quand même le thé. Le Maurice, c'était quand même sur un pays qui avait une production de thé très, très honorable. Oui, mais qui produisait beaucoup plus pour le marché intérieur. Au niveau de l'exportation, c'est le sucre qui représentait, je dirais, 80% au moins le thé. Il y a le tabac aussi, puisque l'île Maurice a une qualité de tabac pas aussi bon que la Havane Cuba. Le Martini. Oui. Donc voilà, mais il y a eu des étapes. Mais je dirais qu'à partir de 1985, quand M. Anirudh Jagannath, c'est ça, qui est arrivé au pouvoir, le père du Premier ministre actuel, Pravin, je pense qu'il a apporté beaucoup. Mais j'ai appris l'autre jour quelque chose qui m'a fait mieux comprendre la réussite économique de l'île Maurice. C'est que, contrairement à beaucoup de pays africains dont je salue, dont je respecte, mais qui ont malheureusement du mal, qui ont encore du mal à s'en sortir,
l'île Maurice est reconnue pour sa stabilité politique, et ça, il y a une raison aussi à cela. Et une autre raison que je vais essayer de donner, c'est au niveau de la réussite, je dirais, économique. Alors, que s'est-il passé à Maurice? À Maurice, nous avons 4 communautés qui cohabitent dans les conditions de mieux vivre. On appelle ça la population arc-en-ciel. Donc, ça se passe relativement bien. Bon, il y a des choses à mettre un peu au point, à améliorer, mais il y a eu beaucoup de progrès. Et j'ai appris que ce qui a fait la réussite de Maurice, c'est que contrairement à certains, je dirais, dirigeants africains, les Mauriciens sont allés voir les miracles qui se passaient à Hong Kong ou en Asie. Ils ont pris le temps d'aller visiter, d'aller voir comment ça se passait pour pouvoir, je veux dire, le mettre en pratique à Maurice. Par exemple, dans le domaine de... Maurice fait beaucoup dans la production. Maurice n'a pas de matière première en dehors de la canne à sucre. Ce qui s'est passé, c'est que on va dire, la composante majoritaire de Maurice, la communauté indienne, sont des gens de par la nature, c'est des commerçants, c'est des gens qui savent faire le commerce, qui savent voyager. Donc, ils ont apporté énormément. Ils sont allés voir ce qui s'est passé ailleurs. Et comme ils avaient l'esprit commercial, donc ça a permis ce développement. On dirait ça un peu de l'anthropologie, une raison anthropologique. Bon, il faut faire attention parce que... Bon, oui, l'anthropologie, c'est d'abord l'étude des civilisations et des races. Tout à fait. Donc ça a apporté. Mais si on revient sur quand on regarde depuis ces 50 ans, oui. Quand on regarde tout ce qui s'est passé de 1968 à ici, le monde était bien sûr en révolution. En France, c'était mai 68. L'année où les changements continuaient à s'opérer. Mais quand on regarde au-delà de l'essor économique, parce que Maurice avait quand même quelques atouts. On a parlé du thé, on a parlé de la canne. Il y avait le textile aussi qui était... C'est arrivé après. Oui, bien après. C'est arrivé bien après. Vers 85, je crois. Voilà, on voit quand même que Maurice a su créer les éléments pour sa réussite économique. Qu'est-ce que Maurice doit faire aujourd'hui? Parce que Maurice a dépassé le 1 million d'habitants depuis quelques temps. 300 000. Déjà, 1 300 000 habitants oui, déjà. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que Maurice doit faire pour... parce qu'on est passé... Vous êtes rentré dans l'ère du crédit. Finance. Le logement social, on plante moins, on construit un peu plus. C'est vrai. Donc, le crédit à la consommation, le Mauricien est en train de changer également, d'évoluer à ce niveau-là. Tout à fait, notamment au niveau de salaire. On vient de passer je crois qu'il y a on peut dire un genre de SMIC, parce que normalement, c'est pas officiellement, mais tous les Mauriciens aujourd'hui, disons le plus bas salaire, le SMIC, si on fait référence à Le SMIC français. Voilà, est à, je dirais, pas loin de 300 €. Ouais. Oui, 280, je crois. Mais pour le niveau de vie, le pouvoir d'achat mauricien, ça fait quand même un bond dans, disons, on va dire, un progrès, un certain 300 progrès. €, ça te fait une valeur de 12 000 roupies. Tout à fait. Voilà. Donc il y a ça. Bien Mais alors, précisé. ce qui est important aussi, c'est que je pense que le gouvernement actuel, je ne fais pas de politique, hein, moi je constate, je regarde, en tant qu'amateur historien, ça m'intéresse les éléments, ce qui se passe, comment ça progresse, a pris en compte les besoins de la population. C'est vrai que quand nos amis réunionnais voyagent à Maurice, ça fait 19 ans que j'habite ici, souvent on dit oui, mais Maurice a réussi avec l'économie, l'infrastructure, les routes, les ports, bref, mais il y a quand même un taux de population de pauvreté. C'est vrai, il y a. Mais la volonté du gouvernement, c'est justement, ayant augmenté le salaire, la pension de vieillesse aussi a été augmentée, donc ce qu'on appelle un peu la pension de retraite. Donc tout ça va dans le sens d'amélioration, je dirais, de la vie des Mauriciens défavorisés. Bon, il y a un autre aspect qu'il faudra peut-être revoir, mais ça viendra en son temps, je pense. La question, quand on parle d'économie, quand on parle d'évolution, il y a une chose il y a un hommage qu'il faut rendre en tout cas au peuple mauricien, en tout cas ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens pour vivre, c'est la volonté, c'est le travail, c'est la détermination. Et je crois que là-dessus, tout le monde, en tout cas à La Réunion, reconnaît au moins cette chose aux Mauriciens, c'est que le travail, c'est vraiment pour eux la santé et la vie. Pour les Mauriciens, étant né moi-même il y a bientôt 70 ans, j'ai vu mon père qui travaillait dans une usine de canne à sucre, il était forgeron mécanicien. Donc la journée, il avait son travail. En rentrant l'après-midi, enfin 16 heures,
il avait d'autres fonctions, il faisait d'autres travaux pour améliorer la situation, pour améliorer l'ordinaire, si j'ose dire. Et donc, nos voisins, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'est comme ça que je peux expliquer une culture du travail. Moi-même, aujourd'hui, à 70 ans bientôt, je travaille beaucoup, j'ai beaucoup travaillé. Et c'est une valeur pour nous, c'est dans notre culture. Et je vous rappelle, mon ami Gidex, il a passé un concours. À partir de demain, il devient professeur d'anglais à l'université à La Réunion. Enfin, j'apporte une précision. J'ai passé un test vendredi à l'université par des gens compétents, mais dans un premier temps, c'est pour enseigner à l'école primaire. C'est la mairie de Saint-Denis qui a organisé cela. C'est-à-dire chercher des intervenants, des gens parlant anglais. Évidemment, en tant que Mauricien, donc, ce n'était pas trop un problème pour moi. Mais d'autre part, j'ai beaucoup travaillé mon anglais aussi. Et donc, j'ai eu cette chance mon audition a été un succès. Donc, je vais bientôt aller enseigner l'anglais dans les écoles primaires. Mais l'université, c'est une autre histoire. Je dois mettre mes diplômes, parce que je suis diplômé de droit. Hein. J'ai fait 5 années de droit à Paris, avec un diplôme de droit, où j'ai pu apprendre l'économie. Et l'économie, c'est quand même... je dirais, une science extrêmement importante pour le développement des peuples et des pays. Voilà. Et alors, pour revenir, puisque Daniel Fi passe sa guitare, on va peut-être faire un... J'aurais dû penser à l'hymne national, mais j'ai pas pensé. Un petit cigare mauricien, juste pour le plaisir, ça serait quoi? Je peux faire un hymne national. Le parole, il est là, guitare, il est là. Vas-y. Je voulais dire aussi, tu sais, quand j'étais à l'école à Maurice, dans ma classe, il y avait des hindous, des musulmans, des chinois, des chrétiens. On a grandi ensemble. On respecte culture l'un de l'autre. C'est ça qui nous a fait cette richesse-là. Tu comprends? C'est de voir on s'est réunis comme ça. Oui, en ma classe, c'était ça. Tout à fait. Puisque vous me donnez l'autorisation, moi, tu avais dit un petit mot encore le Mauricien aussi. Pour tout le monde Mauricien, le monde entier, moi, je te souhaite bonne fête de l'indépendance. Parce que l'île Maurice, nous, on a eu l'indépendance en 1968. C'est un plaisir. Même 45 ans, on quitte l'île Maurice. Mais moi, ils sont toujours mon l'hymne national. Merci Télécole. Merci à Thierry Arreil, à toi, Sigismé, de me donner cette autorisation de chanter. Passe ce petit message-là. On y va. Merci. Dis-moi un petit drapeau rouge, bleu, jaune, vert. Glory to thee, motherland, oh motherland of mine. Sweet is that beauty, sweet is that fragrance. Around there we gather as one people, as one nation, in peace, justice, and liberty. Beloved country, may God bless thee forever and ever. Thank you. Bonne fête de l'indépendance, tout moment nation mauricien dans le monde entier. Chanté par Daniel Phillips. Cool. Thank you. L'hymne, qui a écrit l'hymne national mauricien? Je crois que c'est M. Prosper, je n'ai pas son nom exact, mais il me semble, quand j'étais au collège, c'est M. Prosper. Ils étaient à deux. Il y en a un qui fait la musique et l'autre faisait... les paroles. Les paroles. Tout à fait. Ils étaient à deux. Enfin, c'est Prosper, mais là, le nom m'échappe. 50 ans, ça fait beaucoup d'années. Qu'est-ce qui reste pour vous les grandes dates de l'histoire de l'île Maurice, avant, pendant et après l'indépendance? Alors, avant, je sais que bien avant, Maurice fut découvert par les Arabes. Hein, ça remonte au IVe siècle, ça. Tout à fait, un petit peu après, je crois, au 9e Parce siècle. Parce que, justement, ils sont passés aussi à La Réunion. C'est pour ça que je sais que ça remontait plus ou moins à ces siècles-là. Ouais. Tout à fait, ça coïncide. Ouais. Et puis, les Hollandais aussi sont passés. Ouais. Les Portugais, bien entendu. D'ailleurs, Pedro de Mascarenhas qui a laissé son nom. Voilà, aux Mascareignes, ce sont les Mascareignes. Les Portugais, on les a plus retrouvés au Mozambique. Tout à fait. Les Hollandais, les Néerlandais,
On va les retrouver plus en Afrique du Sud. Oui, Afrique du Sud, Voilà. tout à fait. Et ils sont venus ils sont restés pas loin de 70 ans, voire plus à Maurice. D'accord. Ouais. D'ailleurs, le village d'où je suis né, qui s'appelle Centre de Flac, porte un nom hollandais ou néerlandais, puisque c'était le Van der Valk qui était le D'accord. commandant. Et d'ailleurs, Maurice même est un nom d'origine hollandaise, puisque c'était le commandant, comment il s'appelait, Maurice de Nassau. Donc le nom de Mauritius vient de là, Maurice Mauritius, que les Anglais ont remis après. Parce que l'île Maurice, justement, en 1810, le 2 décembre, il y a eu une bataille navale avant et après l'île Maurice, donc les Anglais ont pris possession. Et puis il y a aussi une chose, c'est que c'est un paradoxe, mais l'île Maurice s'appelait l'île de France. Tout à fait, L'ancienne pendant Île-de-France, 95 ans, je crois, hein, de 1715, pardon, les Hollandais sont partis en 1710, et en 1715, la Compagnie des Indes prit possession donc, de Maurice. Oui. Ça s'appelait l'île de France. L'île de France, La Réunion s'appelait l'île Bourbon. Juste pour dire que Maurice et l'île de la Réunion ont été deux terres où les Anglais et les Français se sont plus ou moins échangés. Et à la fin, l'Angleterre a gardé Maurice et la France a gardé la Réunion. oui, tout à fait, parce que l'île Maurice offrait une rade naturelle, c'était plus facile d'accès, d'une part, et puis l'île étant plus plate. Et je crois aussi savoir que les Anglais avaient du mal à gérer les colons réunionnais, bourbonnais à l'époque, puisqu'ils étaient un petit peu plus moins tolérants. Moins malléable. Malléables, on peut le dire. malléable, Hein, ouais. voilà, tout à fait. D'autant qu'il faut savoir aussi que même l'engagisme, c'est un contrat à 3 parties. Sachez que c'est les Anglais, les Français et les Indiens qui ont décidé la mise en place de l'engagisme pour faire partir la diaspora indienne dans les différents coins du monde. Tout à fait, ça a commencé en 1905, je crois. Non, pardon. Ça a commencé bien avant. Les premiers engagés à La Réunion, les premiers engagés indiens, c'est 1830. Et nous, je crois que c'est 1835, Oui. quand l'Angleterre accorda l'abolition des esclaves. Donc, il y a eu ce qu'on appelle un contrat comment ça s'appelle encore ça le Bug contrat, je crois. Donc, les engagés sont Sur arrivés. le travail, oui, c'est des contrats de Et travail. ils sont restés et cette loi de l'immigration a été arrêtée en 1909. Et à cette époque, on avait 450 000, je dirais, Indiens qui étaient sur le sol mauricien. 150 000 sont retournés dans leur pays, mais la grande majorité sont restés. Entre-temps, bien sûr, il y a le continent africain qui a également joué, puisque les Mozambicains, les Tanzaniens, la Côte d'Ivoire, les Sénégalais Tout à fait. ont aussi rejoint un peu, ont aussi ont aussi bénéficié, on va dire, de ces contrats de travail, sachant que c'était pas vrai, des contrats de travail un peu mal respectés, même parfois très mal respectés. Donc c'est vrai que ça montre aussi que Maurice a un destin qui ressemble un peu à celui de la Réunion. Tout à fait. D'ailleurs, il y a des familles, il y a eu de l'époque des gens de Maurice qui sont venus s'installer ici, parce qu'il y a eu un moment où les deux îles sœurs, comme on dit, avaient la même administration. François-Marie de la Bourdonnais en 1715, je crois, à moins que je me trompe, à quelle époque Marie de la Bourdonnais 35, je crois. Hein. Qui c'était le premier gouverneur de l'île Maurice? C'est Marie de la Bourdonnais? Oui, non. Gouverneur. Le premier gouverneur, c'est une bonne question. J'ai vu, mais là, j'ai un trou. Mais le premier qui a pris quand la Compagnie des Indes avait donc cédé l'île à la royaume, enfin, la monarchie, Louis XIV. Tout à fait. Je me souviens, j'ai fait l'histoire Maurice, mais après j'oublie. Hein. Des années sont passées. Voilà. De toute façon, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Maurice, les vestiges de la colonie est toujours là. Les bâtisses, les comptoirs. Tout à fait. Et puis, on va juste rappeler une chose. La Réunion était au bon endroit, Maurice était au bon endroit. Pour tous ceux qui étaient sur la route des Indes, et surtout pour les pirates, s'arrêter, prendre de la nourriture, prendre de l'eau. Et après, c'est vrai que gouverner La Réunion et Maurice depuis Madagascar, ça n'a jamais été une solution. C'était très difficile. C'était J'imagine. C'était très difficile. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme événement puisque là, qu'est-ce que Daniel Philippe prépare pour... Moi, je suis en train de préparer mon petit 3e album qui va sortir d'ici depuis 2019. D'accord. Et 5 morceaux de ma composition, quoi. Toujours le petit Sega.
Et puis, je vous rappelle, je ne suis pas qu'un ségatier. Moi, je chante beaucoup de musique variété anglo-française aussi que j'adore. Je salue tous mes fans qui se trouvent dans le sud de la France, côté Le Var, Sanary, Bandol. Je viendrai vous voir très bientôt. Je me souviens ça. Buvons encore une dernière fois à l'amitié, l'amour, la joie. On a fêté nos retrouvailles. Ça me fait la peine, mais il faut que je m'en aille. Ça me fait la peine, mais il faut que je m'en aille. Bravo. On s'arrête là-dessus. Je vais juste donner rendez-vous à Jules Domingo pour une prochaine fois. On aura l'occasion de revenir sur l'histoire de l'île Maurice. On parlera aussi de l'histoire de la Réunion. On verra un petit peu les similitudes du destin de ces deux îles. En tout cas, les similitudes sont multiples et nombreuses. On enregistrera. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Je peux juste rajouter une chose. Oui. Je voulais dire que l'île Maurice a eu son indépendance donc, le 12 mars 1968. Et en 1992, l'île Maurice devint une république. Pourquoi une république? Parce que de 1968 jusqu'à 1992, il y avait toujours un gouverneur britannique qui représentait la couronne, la reine ou le roi, enfin la reine. Et à partir de 1992, donc il y a 26 ans maintenant, l'île Maurice a obtenu sa souveraineté totale. Donc là, c'est vraiment détaché de l'Angleterre et a poursuivi son chemin jusqu'à aujourd'hui. D'accord, on en reviendra de toute façon là-dessus. Merci Daniel Phillips. C'est moi qui dois vous remercier. Merci pour ce moment d'histoire. En tout cas, merci à vous de nous être fidèles. Merci à vous de nous suivre. En tout cas, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci à la technique. Merci donc à la régie, à François, à la laine. Moi, je vous dis portez-vous bien. Passez une bonne soirée. À bientôt.